Imaginez, la Terre, la planète Terre, n'est pas un caillou qui tourne autour du Soleil, mais un être vivant. C'est une sorte de gros animal rond, une bestiole, composée d'eau, de minéraux, de végétaux et d'animaux. Mais tous ces éléments ne sont pas des êtres issus d'une quelconque évolution. Non, ce sont les ingrédients nécessaires à l'existence d'une seule et même vie. Tout comme notre corps est fait d'organes, d'os, de sang, de cellules, de peau, de bactéries, de virus, de champignons et d'un tas d'autres trucs, la Terre est faite de plantes, d'arbres, de montagnes, de pétrole, d'eau et de toutes sortes d'animaux, dont les êtres humains. Voilà, nous sommes un peu comme une bactérie dans un corps immense. Et ce corps immense, c'est la Terre. C'est l'hypothèse Gaïa. Podcast Story. L'inventeur de cette hypothèse est un chimiste britannique mort en 2022 à l'âge de 103 ans. Il se nomme James Lovelock. Tout démarre en 1961. Lovelock est alors chercheur en biochimie médicale. Cette année-là, la NASA lance un programme d'études sur la planète Mars. Elle recrute de nombreux chercheurs un peu partout dans le monde, dont Lovelock, pour travailler notamment sur cette question: peut-on détecter de la vie sur Mars ? On imagine la vie comme un assemblage chimique et biologique, c'est ça que l'on voit sur Terre. C'est donc ça qu'il faudrait chercher. Mais cette comparaison semble restrictive à Lovelock, qui pose une question bien plus complexe: c'est quoi la vie ? La NASA ne voulait sans doute pas emprunter un tel cheminement intellectuel, mais Lovelock, lui, se prend au jeu et poursuit. Il part de l'analyse de l'atmosphère de Mars. Elle est essentiellement composée de dioxyde de carbone, autrement dit du gaz carbonique, rien ne peut vivre là-dedans. Et donc, s'il devait y avoir de la vie sur Mars, il faudrait changer la composition de son atmosphère pour en obtenir une autre, viable, comme c'est le cas sur Terre. L'atmosphère de la Terre repose en effet sur un équilibre très très précis entre différents éléments comme l'oxygène, le méthane, l'azote ou l'hydrogène. Et comment se fait-il que ce très complexe dosage puisse se maintenir ? Lovelock apporte une réponse: ce sont les êtres vivants qui maintiennent cet équilibre. Je le cite: des baleines jusqu'aux virus, des chênes jusqu'aux algues, les entités vivantes manipulent l'atmosphère pour que la vie puisse se développer. Tous les êtres vivants ont donc des facultés dont le but est bien plus important que leur unique survie. Le but est de maintenir la vie dans son intégralité. C'est ainsi par exemple que sur Terre, les animaux transforment l'oxygène en gaz carbonique, tandis que les végétaux font l'inverse, ils transforment le gaz carbonique en oxygène. Équilibre. Les individus qui peuplent la Terre, qu'ils soient animaux ou végétaux, participent tous à une tâche qui les dépasse. Et cette tâche qui les dépasse, c'est la vie, non pas sur Terre, mais la vie de la Terre. Les êtres vivants forment un immense système permettant à la Terre de s'autoréguler en permanence depuis des milliards d'années pour survivre. Voilà la conclusion de Lovelock suite à l'observation de l'atmosphère martienne. Au début des années 70, arrive dans l'histoire une jeune femme chercheuse, docteur en génétique. Elle se nomme Lynn Margulis. Elle étudie les micro-organismes, les bactéries et les champignons, des espèces qui ne vivent que grâce à la coopération. Ils ne peuvent survivre qu'ensemble, on appelle ça la symbiose. Elle est dans l'infiniment petit, lui, il est dans l'infiniment grand, mais l'idée est la même. Si chaque être humain ne peut survivre que grâce à la présence dans son corps de virus, de bactéries et de microbes, on peut extrapoler à l'échelle de la planète, comme le fait Lovelock. La collaboration de tous les êtres vivants permet l'existence d'une planète. Ces deux-là se rencontrent, travaillent ensemble et publient en 1974 dans la revue scientifique Tellus le texte fondateur de l'hypothèse Gaïa. Ce nom de Gaïa a d'ailleurs été choisi par Lovelock lui-même en référence à la déesse antique grecque Gaïa, la terre-mère. Le choix de ce nom donne à l'hypothèse une connotation ésotérique qui la suivra aujourd'hui encore. Avec cet article naît à la fois une théorie scientifique et un nouveau mythe, quasiment une nouvelle religion.
Et évidemment, la communauté scientifique hurle au sacrilège. Cette idée que la planète serait un organisme biologique et les êtres vivants ses composants est contraire au principe de la sélection naturelle. Lovelock fait passer la théorie de l'évolution à la trappe et ça, c'est inacceptable. Lovelock est traité comme un hérétique, en d'autres temps on l'aurait condamné au bûcher. Et puis c'est toute une conception de la société qui est remise en question. La collaboration étant essentielle à la survie de tout et de tous, le monde ne peut plus se réduire à une compétition. Il ne peut pas être individualiste. Donc Gaïa ne prend pas dans les milieux scientifiques. D'autant que les études ne parviennent pas à trancher, à prouver que la vie est nécessaire, qu'elle est utile à quelque chose, comme l'affirme Lovelock. Notez qu'on ne peut pas non plus prouver l'inverse, à savoir que l'origine de la vie vient d'une série de coups de chance, du hasard. Finalement, le monde se divise en deux. Ceux qui voient la Terre comme une sorte de vaisseau naviguant dans l'infini avec nous, les hommes, aux commandes. C'est la thèse la plus répandue, la plus acceptable. La planète est notre maison et nous devons en prendre soin. Et puis, il y a ceux qui voient la Terre non pas comme une maison, mais comme une entité vivante. Un organisme complet. Gaïa. Et ceux qui adhèrent le plus à l'hypothèse Gaïa ne sont pas les plus crédibles. N'oubliez pas que nous sommes au cœur des années 70, c'est l'époque des hippies, l'arrivée du New Age. L'idée de Gaïa, terre-mère qu'il faudrait servir et adorer, est totalement compatible avec les courants philosophiques et mystiques de l'époque. Un mélange de babacoulisme, de pacifisme, d'hindouisme, un peu de Bouddha, un peu d'écologie, et bien sûr du cannabis, de l'héroïne et du LSD, ce dernier permettant de s'ouvrir à de nouvelles dimensions, dont la découverte de notre symbiose avec Gaïa. Ces courants se répandent rapidement dans la jeunesse occidentale, ils donnent à Gaïa une portée philosophique, mais l'éloignent du monde scientifique. D'autres polémiques vont décrédibiliser la théorie Gaïa, des polémiques portées par Lovelock lui-même. En effet, le chercheur prend des positions surprenantes qui semblent aujourd'hui totalement contradictoires avec l'idée même de Gaïa. En effet, il travaille pour de grands groupes industriels, des géants de la pétrochimie. Il se met au service des plus grands pollueurs de la planète. Certains diront que ce cynisme s'explique par les sommes qu'il a dû toucher. D'autres disent que le chercheur va simplement au bout de sa logique. La pollution créée par les hommes est inévitable, on pourrait presque dire qu'elle est naturelle, et que comme on le fait depuis toujours, on s'adaptera. Reste que la vision de Lovelock influence les pensées écologiques d'aujourd'hui. L'idée désormais répandue que la Terre est un système complexe, qui vivre repose sur un équilibre précaire, et que le vivant, donc l'homme, influence son comportement. Cette idée est l'héritière directe de l'hypothèse Gaïa de Lovelock. Il a même été récompensé en 2006 par la prestigieuse Société biologique de Londres pour avoir ouvert un nouveau champ d'études qui nous donne à voir la planète comme un système unique. Et si on parle aujourd'hui de limites planétaires, du danger du réchauffement climatique au-delà de 2 degrés, de points de bascule ou d'anthropocène, cette théorie selon laquelle les hommes sont responsables d'une nouvelle ère géologique, eh bien toutes ces notions, et bien d'autres, viennent peu ou prou de l'hypothèse présentée en 1974 par Lovelock et Lynn Margulis. On peut voir beaucoup de choses dans Gaïa, une théorie scientifique, ésotérique, philosophique, mais une chose est sûre, au XXIe siècle, elle change notre rapport avec la Terre. Elle nous oblige à réfléchir à notre rôle, notre responsabilité collective. Ou alors, on balance tout ça dans le grand tiroir des idées farfelues et on se cantonne à affirmer « la vie est juste un grand coup de bol ». Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.